Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Olivier Lalanne. Bonjour. Bonjour Frédéric Huttman. Alors, je vous présente comment on s'est demandé. Vous co-dirigez une agence qui s'appelle Le Filtre. Absolument. Une agence qui s'intéresse beaucoup à la musique. Comment on pourrait la définir ? C'est une agence de communication qui est spécialisée en musique classique. Donc on fait de la communication pour des artistes, des institutions, des labels, des festivals. Alors, c'est pas en cette qualité que je vous reçois aujourd'hui, c'est en qualité de passionné et découvreur d'un compositeur viennois du tournant du 19e et de la première partie donc, du 20e siècle, dont le nom m'était totalement inconnu avant que Juliette Journeau, une pianiste, et vous-même m'en parliez, Olivier Lalanne. Il s'agit d'Oscar Posa. Oscar Posa, ce nom ne dit rien à personne sauf à vous et à quelques autres maintenant. Et aux futurs spectateurs d'un concert qui va être donné le 26 mars prochain dans ce lieu parisien qu'est le Centre culturel Écuge. Alors comment est née votre passion et votre intérêt pour Oscar Posa ? Oh là, alors vaste sujet. Elle naît sur un terreau fertile qui est celui d'un amour immodéré pour la musique de Vienne de façon générale, et particulièrement celle du tournant du siècle, 19e, 20e. Mais, donc de Mahler à Schoenberg, exactement. En passant à Berg. De toute façon, mes premiers amours musicaux, c'est Mahler, et c'est sans doute ce qui m'a amené à la musique classique, donc c'est difficile de ne pas aimer ce qui se passe autour. Et en fait, Oscar Posa, j'étais absolument comme vous, c'est-à-dire c'est un nom qui m'a jamais rien dit, et pourtant, j'ai parcouru quelques bouquins sur cette période, par intérêt. Le nom d'Oscar Posa, il apparaît comme une bizarrerie. Pour moi, en 2020, je tombe sur une affiche de concert. Un concert assez extraordinaire du 25 janvier 1905 au Musikverein de Vienne. Et ce concert, c'est un concert orchestral qui est extraordinaire à plusieurs titres, parce qu'en fait, il présente uniquement 3 créations, donc c'est 3 œuvres inédites qu'on va jouer. Il n'y a pas un chef d'orchestre, mais il y en a 3. Chacun de ces chefs, c'est un compositeur. Et donc, chacun vient présenter une œuvre. Et parmi ces noms, on trouve rien d'autre que Arnold Schoenberg, qui vient présenter son Péléas et Mélisande en création. Zemlinsky, qui vient présenter Die Seejungfrau, la petite sirène. Bon. Et puis au milieu, milieu de ces 2 géants du post-romantisme, Oscar Posa, Oscar C. Posa, puisqu'il y a cette initiale au milieu, qui présente des leaders, des Soldaten leaders pour baryton et orchestre. Et donc là, c'est la stupéfaction, puisque je me dis quand même, pour se retrouver au milieu des 2 géants, le monsieur doit avoir quelque chose à dire. On est en 2020, c'est le confinement, donc j'ai un peu de temps libre. Je regarde sur Internet spontanément. Et alors là, vraiment, c'est la stupeur, puisque je trouve rien. Mais c'est-à-dire rien. Pas une photo, pas un enregistrement, pas une partition. Excusez-moi de vous interrompre, mais cette affiche que vous évoquez de 1905, vous l'aviez découverte comme ça, dans un livre En fait, bon, j'ai des hobbies étranges, mais on avait beaucoup de temps libre, je vous rappelle, et je réunissais des vieilles affiches de concerts dans l'idée d'éventuellement les agrandir et les afficher sur mes murs. Voilà. Et donc, en regroupant des affiches, j'ai vu celle-ci. Et donc, vous vous intéressez... donc, je m'intéresse à cette figure et je suis d'autant plus décontenancé de rien trouver du tout sur lui. Donc, ma curiosité est piquée et comme je ne peux pas trouver de partition, je pousse les recherches un peu plus loin. Parce que, excusez-moi de vous interrompre une nouvelle fois, vous êtes vous-même musicien ou, pas du tout. Ou amateur je suis vraiment très mélomane, mais je laisse la musique à ceux qui savent le faire et ça me va très bien. Et donc, en fait, je tombe assez rapidement sur une piste intéressante qui est celle d'un universitaire qui a écrit sur Oscar Posa dans les années 90. Je le retrouve, on échange un petit peu et puis bon, en fait c'est le début de 4 ans de recherche puisque il faut mettre la main sur quelques partitions, il faut comprendre qui était ce bonhomme. Et quand les premières partitions arrivent, quelques semaines plus tard, puisque c'est assez compliqué, elles proviennent de quelques bibliothèques que je contacte en Europe. Oui, mais alors comment vous avez choisi ? Parce que quand on voit vous avez fait un petit dossier qui accompagne, un petit préalable à d'autres écrits beaucoup plus longs. Vous parlez des institutions, le Netherlands Music Institute, l'université de Cleveland, l'université du North Texas, enfin beaucoup d'autres. Mais comment vous les avez choisi de les contacter en fait ? Alors, on a la chance de vivre à une époque formidable où pas mal de choses ont pu être numérisées ou simplement thésaurisées et en fait parfois simplement en allant sur des moteurs de recherche type WorldCat ou d'autres on peut avec un nom de temps en temps, pas toujours et c'est pas toujours aussi simple, tomber sur quelques institutions comme ça et dire waouh, peut-être que eux ont une partition ou il y a des chances qu'il y ait eu une partition ici. Donc
on a réuni quelques premières partitions et je dirais que c'est là que le coup de foudre arrive, c'est-à-dire que jusqu'alors c'était de la curiosité et au moment où les partitions arrivent vraiment sur le piano et donc qu'elles sont déchiffrées, ce qu'on reçoit en premier c'est des leaders piano-voix. Des leaders avec quel poète Les premiers qu'on reçoit sont sur des textes de Richard Dahour, qui n'a pas été énormément mis en musique. dont le nom m'était aussi inconnu, je vous et l'avoue, moi Olivier donc, Lahaye. et moi donc. Et également de Detlef von Lillenkraun, qui est un poète allemand, qui n'a pas non plus été traduit en français et qui a été mis un petit peu en musique. Zemlinsky a écrit notamment sur des poèmes de Lillenkraun. Et donc quand ces leaders arrivent sur le piano et qu'on les joue vraiment instantanément, je veux dire, c'est pas une histoire. Qu'on les joue, c'est Juliette Journeau. Juliette Journeau les déchiffre, Oui, parce que c'est son Juliette Journeau, métier. il faut le dire, qui est une magnifique pianiste, travaille beaucoup avec des chanteurs et chefs de chant, donc c'est un univers qu'elle connaît bien. Voilà, elle sait de quoi elle parle. Et en fait, en quelques mesures, on se regarde un petit peu étonné, puisque ça sonne vaguement peut-être comme du Brahms, mais très vite, en fait, on entend au piano, puisqu'on joue la partie piano, un langage qui vraiment va loin, va très très loin, qui est d'une originalité folle, qui est très 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 dense au piano, et dans lequel on entend une polyphonie qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la forme du lead. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une pièce pour piano. Et on se dit, mais en plus de ça, il y a une voix par-dessus. Oui, mais alors, excusez-moi de vous interrompre, puisque vous avez eu la gentillesse, justement, pour préparer cet entretien, de m'adresser quelques leaders. Parfois, on pense à une écriture pianistique, mais peut-être que je m'égare totalement, à Hugo Wolf ou des compositeurs composés avec une partition pianistique très, très riche. En fait, c'est ça. Si on doit essayer de trouver des familiarités, des proximités, c'est vrai que Wolf vient assez vite à l'oreille, mais j'ai l'impression qu'on est dans un langage qui est plus accessible immédiatement, aussi par la richesse mélodique, tout simplement. Et ce qui fait que par rapport à Wolf, la différence principale, c'est à quel point la mélodie va se balader du piano à la voix, beaucoup plus que chez Wolf, où on va avoir plutôt une espèce de tissu harmonique très dense. Et là, on a vraiment... Ça contrechante absolument partout. Et donc, on a cette circulation comme ça, improbable de la voix au piano. Alors, il n'a pas composé uniquement pour la voix, Oscar Posa, puisque notamment le 26 mars prochain, à l'Écuge, Eva Zavaro va jouer aux côtés de Juliette Journeau une sonate qui avait été créée en 1901, qui n'a pas l'air d'avoir eu beaucoup de succès, d'après ce que j'ai cru comprendre à sa création, Olivier Lalanne. Oui, l'histoire de cette sonate, elle est assez incroyable. Posa nourrit le projet d'écrire cette sonate en 1899. Il va mettre 2 ans à l'accoucher, avec l'aide d'un de ses amis, avec qui il va beaucoup correspondre, c'est le compositeur et pianiste Julius Röntgen, et donc ils sont très amis, et donc par lettre, par correspondance, ils vont dire oui, peut-être que tu pourrais améliorer ça, attention, peut-être que ça c'est un petit peu long. Ils échangent énormément. Finalement, la sonate arrive à une forme définitive. Posa propose la dédicace à Edvard Grieg, qui l'accepte en disant merci infiniment, votre musique est formidable. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Votre musique est formidable, mais je regrette que vous ne pensiez pas au pianiste mortel entre nous. Et en fait, il adresse la difficulté énorme de la partition. Et Röntgen lui dit la même chose, lui dit c'est sublime, mais je n'ai jamais joué une pièce de musique de chambre aussi difficile. Donc déjà, c'est gentil pour Juliette Journeau, voilà, qui va l'interpréter. Absolument. Mais déjà, ça donne quelques indices annonciateurs du naufrage que va être le concert de création. Donc effectivement, l'œuvre elle est créée en 1901 au festival d'Heidelberg, et c'est une catastrophe. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les artistes qui se présentent sur scène ne sont pas ceux qui devaient présenter l'œuvre. Donc initialement, ça devait être Röntgen avec son ami pianiste Bram Eldering. Finalement, ça va être Posa lui-même au piano, tremblant, plein de trac, avec son manuscrit énorme sous la main, et un violoniste imposé par le festival, défini comme médiocre par Posa, mais bon, c'est difficile de le savoir. Et en fait, la critique va être absolument assassine, et de façon unanime. C'est-à-dire, l'œuvre est médiocre, on ne comprend pas ce qu'elle peut faire là, tout le monde s'est ennuyé, c'est interminable, enfin, c'est affreux. Alors, j'imagine que là, ça donne pas tout de suite envie de venir au concert. Non, ce qui donne envie, pour ma part, je suis allé un peu voir, il y a déjà Eva Zavaro qui a fait une petite pastille où elle présente cette sonate, et là, c'est plein de charme, c'est très attrayant, c'est très spectaculaire. En fait, c'est une sonate qui est absolument spectaculaire, et d'ailleurs, les différents écrits de musiciens qui ont mis les doigts dessus le font comprendre. Ce qu'on peut comprendre, c'est que le concert a été un naufrage, et beaucoup de choses ensuite parlent de la difficulté d'interprétation de cette œuvre, et d'à quel point, si c'est pas bien interprété, on passe à côté complètement. Et en vérité, l'œuvre va être jouée à
d'autres moments. Et elle va notamment être créée à Amsterdam par Julius Röntgen et Bram Eldering, donc par le duo initial. Et là, ça va être un grand succès. Et il y a une très très longue critique qui paraît dans un journal d'Amsterdam qui dit « L'œuvre est dédiée à Grieg, mais elle n'a rien à voir avec Grieg. Mais d'ailleurs, elle n'a rien à voir avec aucun compositeur. C'est un langage absolument unique. Il faut absolument surveiller ce Posa qui va faire de grandes choses, etc. » Alors ce Posa, on l'évoque, c'est une grande figure viennoise qui réapparaît comme ça. Donc ses origines, Olivier Lalanne, Oskar Posa, quelles sont-elles? Vous avez pu ressourcer Oui. Alors, maintenant on connaît bien son parcours. Il y a quelques zones d'ombre, mais on connaît bien le parcours. Posa est né en 1873 à Leopoldstadt, donc dans le quartier juif de Vienne historique, dans un mouchoir de poche avec Zemlinsky et Schoenberg. Ils sont vraiment nés au même endroit, au même moment quasiment. Il va faire des études musicales, mais pas au conservatoire, ça on le sait. Donc il va il va connaître l'enseignement de Robert Fuchs notamment. Et Robert Fuchs, c'est vraiment une grande figure. C'est le papa de l'harmonie de toute la génération des compositeurs viennois, de Mahler jusqu'à Korngold. Et ensuite, il va se retrouver un peu coincé dans une carrière dans le droit, qui lui plaît pas du tout. Alors il n'a pas du tout envie de faire ça, mais bon, il suit ce chemin-là, et donc il devient greffier en quelque sorte, mais il veut absolument échapper à ça, donc il compose. Mais il était d'une famille bourgeoise aisée, on sait, son milieu social Aisé, c'est difficile à dire. En tout cas, son père vient de Bohême, sa mère est la fille d'un comptable viennois. Et voilà, donc un milieu social moyen. Moins aisé que certains à l'époque, en tout cas. Oui. Et en fait, ces leaders vont commencer à être joués. Et tout de suite, en fait, quelque chose se passe. C'est-à-dire le premier concert, c'est 1898. Ensuite, il y en a quelques-uns jusqu'à 1900. Et en fait, ce langage est tout de suite remarqué, le langage singulier de Posa, au point qu'en 1900, la revue Die Musik sort un hors-série sur le Lied, qui s'appelle Das Deutsche Lied, voilà, et c'est supervisé par Richard Strauss quand même. Et donc ce hors-série sur le Lied qui fait plus de 100 pages se termine sur la dernière page par l'espoir du Lied, et c'est Oskar Posa. Ah oui, c'est pas rien quand même. C'est pas mal. Mais alors vous, après, vous avez fait des recherches biographiques, parce qu'il y avait quasiment rien. Oui. Il y avait cette thèse. Il y avait cette thèse de Wolfgang Behrens, qui est un chercheur qui est toujours vivant. Qui est toujours vivant. Je suis en contact avec lui. Il est dramaturge à Wiesbaden aujourd'hui. Et pourquoi il a choisi Oskar Posa, lui? Parce que on a compris pourquoi. Absolument, pour la même raison que moi. Il est tombé sur cette affiche et il a été sidéré. Comme fait moi, qu'il était tombé dans l'oubli. Absolument. Parce que effectivement, ce qu'on n'a pas dit, c'est que un corpus musical, c'est une chose pour passer à la postérité, mais Posa n'est pas que son corpus musical. Il a eu une place de premier rang dans la Vienne du début du XXe. Il a été chef d'orchestre à Vienne au Volksoper. Il a été l'assistant de Zemlinsky à Berlin également au Lordsinghofer. Et puis surtout, il a été directeur musical pendant près de 20 ans à l'Opéra de Graz, qui était quand même le deuxième plus grand opéra d'Autriche. Oui. Gigantesque. Donc tout ce travail qui était reconnu à l'époque. Bien sûr. Parce qu'à la limite, des compositeurs qu'on redécouvre parce qu'ils ont été méconnus en leur temps, ça peut arriver. Mais là, quelqu'un qui était aussi connu, c'est ce qui a été proche de personnes de génie. C'est-à-dire, il y a de la correspondance nourrie avec Schoenberg, avec Strauss. Je veux dire, c'est quelqu'un qui dînait avec Mahler. Il y a pas de doute quant à son cercle proche. Et puis même au-delà de ça, il a enseigné au Conservatoire de Vienne. Donc encore une fois, c'est pas rien pour la postérité. Il est caricaturé, je veux dire, il y a des portraits de lui, il y a une revue de presse absolument gigantesque, et à Graz et aux Pays-Bas. Il est joué aux États-Unis énormément de son vivant. Oui, bien sûr, il était surtout aux États-Unis défendu par Ludwig Wüllner, qui était le fils de Franz Wüllner, qui était le chef d'orchestre qui avait créé les opéras de Wagner. Et Ludwig Wüllner, qui était considéré comme le plus grand chanteur de lied de son époque, donnait beaucoup d'Oskar Posa et donnait presque toujours en bis un lied d'Oskar Posa qui s'appelle Le Baise-Main, et c'était un tabac, et c'était repris partout. Donc le 26 mars, avec un concert et un futur disque après qui paraîtra dans quelques mois. Il a déjà été enregistré, oui, disque, tout à fait. Alors, ça va être un double disque avec un livret bien costaud de plus de 150 pages. On a enregistré l'an dernier en Allemagne à Neumarkt dans la Reichstadel, donc c'est une acoustique absolument somptueuse pour le lead. Et donc sur le disque, on va trouver un disque consacré au lead avec 24 leaders pour baryton et piano, Edwin Fardini et Juliette Journeau. Donc Edwin Fardini qui sera présent le 26 mars aussi.
Et le second disque est consacré à la musique de chambre. Et donc là, on trouve des petites piécettes, hein, piano, violoncelle, et surtout la sonate pour violon et piano, et un quatuor à cordes qui date de la toute fin de sa vie. Donc la sonate pour piano et violon sera interprétée par Juliette Journeau et Eva Zavaro. Oui. Et l'œuvre pour violoncelle et piano par le violoncelliste du quatuor Hansen. Absolument. Et le quatuor, c'est le quatuor Métamorphose qui le défend. Donc vraiment une belle affiche. On a hâte d'écouter ça. Puis surtout que c'est une musique, moi, pour le peu que j'ai pu écouter grâce à vous, Olivier Lalanne, c'est une musique immédiatement séduisante. Alors, je pense que le terme est là, c'est-à-dire que y a quelque chose d'immédiat. De toute façon, on l'a vu avec, on a eu la chance de la présenter devant des musiciens, devant des gens plus sérieux, des musicologues, ou devant du public en diverses occasions. Et il y a vraiment une séduction tout de suite. C'est-à-dire, c'est pas là une musique complexe, c'est-à-dire que certains peuvent prendre peur en voyant son nom collé à celui de Schoenberg. En vérité, ils étaient très amis et Posa a aidé à monter La Nuit Transfigurée, des choses comme ça. Mais il n'empêche que Posa va toujours refuser de suivre le chemin de Schoenberg, va rester dans un chemin strictement tonal, avec quelques audaces, hein, bien sûr, mais en complexifiant son harmonie. Donc, si vous voulez, sans faire d'analogie trop compliquée, c'est vraiment une fusion totale du style de Brahms et de Wagner. C'était deux styles qui étaient en tension à l'époque, mais c'est dans une synthèse pas populaire, mais tellement accessible, tellement théâtrale, qu'elle fait un effet monstrueux, quoi, tout de suite. Alors Oscar Posa, juif viennois, mort en 1951, c'est oui, étonnant mort parce que tardivement. on sait, alors pendant la guerre, comment il a réussi à survivre. Alors, on le sait un peu, la fin de vie de Posa, elle est très mystérieuse. En gros, tout s'arrête en 1938 pour lui. Donc en 1933, il est nommé enseignant au Conservatoire de Vienne. Il a un poste assez prestigieux. En 1938, une petite semaine après l'Anschluss, il est convoqué. Et donc on a le procès verbal. Hein. Il y a eu vraiment une enquête policière sur lui pour prouver qu'il est juif. Alors lui s'en défend, on dit non, pas du tout, regardez, je suis baptisé. Et en fait, ce qui était vrai Oui, parce qu'en fait, en 1897, exactement comme Mahler, en fait, l'année où Lueger, le maire antisémite, arrive à la mairie de Vienne, il se convertit au catholicisme. Mais donc Mahler s'était converti pour diriger l'orchestre. Pour diriger l'opéra de Vienne, oui. Absolument. Et donc Posa fait la même chose, mais comme pas mal de compositeurs à ce moment-là, et pas mal d'artistes juifs. Et en fait, en 1938, donc, il est renvoyé du Conservatoire de Vienne parce que juif. Et il n'y a plus rien sur lui à partir de là. Plus une correspondance. Évidemment, il n'y a plus un seul concert joué jusqu'à sa mort. Il n'y a plus de correspondance, il n'y a pas de journal intime. Ce qu'on sait, c'est qu'il a vécu caché chez ses sœurs à Vienne. Donc, il n'a pas quitté Vienne, sans doute pour des raisons financières, puisque Posa n'a jamais vraiment gagné bien sa vie. Et donc, il meurt dans une grande pauvreté. Il y a un rapport à sa mort, en 1951, qui dit qu'il a fini dans une grande pauvreté, qu'il ne pouvait plus payer de cotisations, par exemple, à la Société des droits allemands, et donc toucher de l'argent sur d'éventuelles ventes de ses partitions. Et par contre, là où il y a un hic, ou quelque chose qui surprend, c'est qu'à sa mort, il y a une commission qui décide de lui attribuer une tombe d'honneur au cimetière central de Vienne. Ah oui, quand même, il y a une petite réhabilitation. Voilà. Donc alors on le sait, hein, Vienne adore célébrer ses génies quand ils sont morts, mais c'est pas les seuls. Voilà. Mais c'est quand même, ça met la puce à l'oreille sur cette espèce de parcours très ambigu de Posa, à la fois très célèbre et complètement anonyme. Mais Olivier Lalanne, ce qui est quand même incroyable, c'est que vous, mélomane très averti français, c'est vous qui êtes donc avec un autre à l'origine de cette redécouverte d'Oscar Posa. Ça doit faire quand même ça doit donner un sentiment de au moins de fierté, ou ça donne, on a le sentiment d'avoir ça donne du réhabilité sens. une grande figure. Oui, il y a des choses professionnelles qui donnent plus ou moins de sens. Là, c'est vrai que ça donne un peu de motivation pour se lever le matin. Mais je veux pas être trop lyrique, mais je vais à Vienne là début mai. Mais soyez lyrique, vous êtes là pour ça. Je vais être lyrique. Non, mais je vais aller fleurir la tombe de ce cher Oscar que je verrai pour la première fois. C'est quelque chose de très émouvant. En fait, d'aider avec les artistes autour et avec tous les gens qui se feront le relais de ce projet, d'arracher à l'oubli et au silence quelqu'un qui a écrit de la si belle musique, ça a quand même du sens. Donc vous dites que ce travail, vous l'avez initié pendant le confinement
à partir de la découverte de cette affiche de 1905. Donc c'est un travail que vous avez fait en quelque sorte dans l'obscurité durant 3 ans. Oui. Là, il arrive au grand jour avec un concert, il va y avoir un disque. Et vous avez pour le moment d'autres résonances qui arrivent. Votre séjour à Vienne, vous allez uniquement sur la tombe ou il y aura aussi des relais je vais aussi faire des rencontres. Bon, jusqu'à présent, je vais pas mentir, j'ai trouvé plus de portes fermées que de portes ouvertes pour défendre cette musique, y compris donc à Vienne, y compris à Graz et y compris auprès d'institutions culturelles françaises dont la mission est la promotion ou de la musique autrichienne ou de la musique juive. Mais voilà, je sais aussi comment peut prendre ce feu-là, et il prendra avec l'enthousiasme des gens qui l'auront vu. Qui l'auront entendu, voilà. C'est ça. À mon avis, ça va venir vite. Une chose, par exemple, qui peut paraître infime, qui pour moi est gigantesque, un des étudiants de Juliette Journeau à la Haute École de Genève va présenter du Posa pour son prix de chant. Ah voilà. Oui. Donc ça, par exemple, c'était pas pour failloter, c'était vraiment parce qu'il aimait ça. Non, je crois que c'est parce que vraiment il aimait ça. Et là, ça prend vraiment du sens. Écoutez, ça va continuer de plus belle au plus fort après ce concert du 26 mars et puis avec la parution de ce disque. Comment vous la situez? Parce que vous nous avez évoqué cette musique d'Oscar Posa. Mais est-ce que c'est un chaînon manquant ou alors c'est un compositeur, on a bien compris le charme, la beauté de cette musique et on a hâte de l'écouter. Mais est-ce qu'elle elle est très belle en soi, mais est-ce qu'elle correspond à justement une sorte de chaînon manquant de la musique ou pas? Alors, ma réponse, elle est définitive. Oui, pour la partie lead, absolument. Parce que... en fait, on a tôt fait de considérer l'histoire avec des passeurs de flambeaux, ou avec des gens qui posent le flambeau et d'autres qui le ramassent. Et en fait, moi, j'adore Schoenberg, donc je veux pas avoir l'impression d'en dire du mal. Mais on a fait assez vite de Schoenberg l'inventeur de la nouvelle musique. Ce que la découverte de Posa et de sa musique dit, c'est que en fait, c'est toute une génération qui a écrit la musique de Schoenberg. Et en fait, c'est pas Schoenberg qui se réveille un beau matin en disant « mais moi j'ai trouvé un nouveau langage », c'est tout ce cercle autour de lui, proche, puisque Posa a créé avec Schoenberg une association de compositeurs, avec Zemlinsky. Donc tout ça, c'est un univers qui mange la même nourriture intellectuelle et musicale. Et en fait, on entend avec Posa, de façon plus avancée que chez le jeune Schoenberg et plus avancée que chez le jeune Zemlinsky, cette volonté de fusionner les héritages impossible de Brahms et Wagner. Et donc, en fait, dans le lead, dans la puissance théâtrale, dans la puissance des images, il n'y a pas d'équivalent. Et même en prenant les leaders bien plus tardifs de Strauss, qui sont d'une beauté sans nom, on n'a pas ce langage-là. Donc, oui, c'est un chaînon manquant de l'histoire du lead, sans aucune hésitation. Alors, vous nous avez parlé des difficultés pianistiques de la sonate. C'est Eva Zavaro qui va l'interpréter, même qu'elle interprète au disque que vous venez d'enregistrer, aux côtés de Juliette Journeau. Elle vous en a dit quoi, elle? Parce qu'on connaît l'enthousiasme de Eva Zavaro pour l'univers chambriste, et puis sa grande curiosité. Quand vous lui avez proposé ça, elle vous a dit que c'était une musique qui tombait sous les doigts d'un violoniste. Je parle d'un violoniste avec une technique aguerrie, mais... Ou alors Eva est très aguerrie, donc tout lui tombe sous les doigts, c'est très énervant. Non, c'est énervant pour les autres violonistes. N'est-ce pas? Non, pour être tout à fait franc, je pense que c'est une sonate qui décontenance un petit peu les violonistes, parce qu'en vérité, comme un peu tout ce qu'écrit Posa, il a tendance à plutôt gâter le piano et à... Comment dire, le premier plan est au piano, souvent, très souvent. Et donc ça demande aux violonistes aussi de s'affirmer énormément. Mais je veux dire, ce qui se passe harmoniquement et les développements sont la plupart du temps au piano. Elle a sauté à pieds joints dans le projet assez rapidement. En fait, il a fallu une première lecture avec Juliette Journeau. Sur le papier, je crois qu'elle était plus dubitative quant à la musique. Et en fait, en une séance de travail, ça c'est devenu vraiment une évidence. Vous nous parliez, Olivier Lalanne, des leaders, donc 24 leaders enregistrés par Edwin Fardini et Juliette Journeau. Vous nous parliez de poètes
qu'à ma grande honte, je ne connaissais pas. Vous m'aviez parlé de Hors micro de Richard Demel, donc lui, on le connaît parce que c'est lui qui a écrit cette fameuse nuit transfigurée dont s'est inspiré Schoenberg pour son poème musical pour sextuor qui est si merveilleux. Est-ce qu'il y a des poètes plus classiques ou romantiques comme Heine ou d'autres dont il s'est inspiré? Pas du tout. Non, c'est aussi ça. C'est aussi ce qui fait sa modernité. C'est vraiment le choix des poètes. Chez Demel, c'est particulièrement intéressant puisque on va avoir, sur les dernières années de sa vie, Demel organise des conférences sur les mises en musique de ses poèmes. Et il choisit souvent Posa comme illustration musicale des endroits où vraiment il y a une vraie résonance entre le texte et la musique. Et puisqu'on parle de Demel, il y a dans le corpus de Posa un lied absolument somptueux, peut-être son chef-d'œuvre, qui s'appelle Beschwichtigung, donc c'est apaisement en quelque sorte. C'est un poème en 3 strophes. Ce sont des amants qui sont sur une plage et qui voient la mer qui va et vient, qui gronde et qui se mettent subitement à penser à la mort. Et en fait, dans la 3e strophe, ça c'est assez extraordinaire chez Posa. La 3e strophe parle en fait de suicide. Enfin, dit en gros, quand le monde sera gelé, tu n'auras plus de tourments. Et en fait, c'est traité musicalement par Posa comme une espèce de transfiguration totale. Donc, au lieu d'avoir une affliction, on a une espèce de mort d'Isolde et un envol, mais stratosphérique au piano et à la voix. C'est bouleversant. C'est vraiment un chef-d'œuvre total. Et je crois que la musicalité des poèmes de Demel a vraiment résonné très fort, là. Alors, Olivier Lalanne, on a parlé de la musique d'Oscar Posa, on a parlé de sa vie, son milieu musical, son milieu intellectuel, son destin pendant la guerre. Alors, c'est pas pour faire la rubrique closer de cet entretien, mais au niveau affectif et sentimental, parce qu'il y a un problème de droit aussi par rapport à une éventuelle des liens familiaux d'Oscar Posa. Tout à fait. En fait, le drame est d'ailleurs une grande partie de l'explication de son oubli, c'est l'absence totale de descendance, enfin d'enfants tout court. La vie sentimentale de Posa est une zone d'ombre. Jusqu'à il y a très peu de temps, c'est-à-dire quelques mois, pour moi, il avait connu personne, un peu comme un Bruckner. En fait, il aurait sans doute eu au moins à un moment donné une fiancée, c'est ce que laisse supposer une lettre dans la correspondance de Schenker, de Heinrich Schenker. Mais pas de traces de tout ça. Et puis encore une fois, pas de journal intime, donc c'est incroyablement difficile. Et donc pas d'enfant, ça veut dire un micmac au moment où il faut trouver qui sont les ayants droit de cette musique, puisque quand on a cherché les partitions, on a aussi trouvé des manuscrits. Et quand il y a des manuscrits, on n'a pas vraiment le droit d'y toucher si des ayants droit s'y opposent. Donc, parce qu'il n'y a pas d'éditeur. Par exemple, cette sonate pour violon et piano, elle a été éditée. Oui, alors donc je dirais que la plupart des œuvres de Posa sont éditées. Hein. Il a été édité chez Simrock, qui était l'éditeur de Brahms et Dvorak. La sonate est édité chez Simrock, sous l'opus 7. Mais Simrock, je le précise pour les auditeurs, c'est le grand éditeur. Oui, c'est prestigieux. C'est très prestigieux. Et en fait, il demeure, notamment sur des œuvres de fin de vie, des leaders tardifs pour orchestre et voix, où le quatuor écrit vraiment 2 ans avant sa mort, donc des manuscrits qui, eux, sont jamais atterris chez des éditeurs. Donc là, il y avait un enjeu, effectivement, de trouver des gens qui nous donneraient l'autorisation à la fois de sortir, en tout cas les scans de ces manuscrits, et peut-être de les exécuter pour la première fois. Et on a eu la chance, en tout cas, de trouver une arrière petite nièce aux États-Unis. Comment vous avez fait ça? C'est la magie d'Internet. Et alors, on a parlé de sa musique de chambre, violoncelle, piano, violon, piano, ses œuvres pour piano, les leaders. Il y a de la musique orchestrale Alors, en fait, c'est très intéressant. Il y a plusieurs choses à dire sur la musique orchestrale de Posa. Oui, il y a de la musique orchestrale, d'abord parce que l'essentiel des leaders sont pensés avec orchestre à un moment donné, soit après l'écriture piano, soit avant. Les Soldaten Lieder dont on parle, qui ont été créés en 1905, ce sont des leaders pour orchestre et voix. Et en fait, il y a quelque chose d'assez extraordinaire que j'ai découvert dans la critique juste après ce concert-ci. Il faut savoir que ce concert de 1905, 4 jours après, il y a un autre concert important pour l'histoire de la musique. C'est la création des Kindertoten Lieder de Mahler et des Rückert Lieder, avec Mahler à la baguette. Et en fait, la presse se fait l'écho des 2 concerts en disant: tiens donc, maintenant les compositeurs font des leads avec orchestre. Où va le monde? Voilà. Et on commente la pratique. Donc il y a des articles, où je me suis régalé, qui disent: oh, quand même, Posa réussit beaucoup mieux que ce que fait Mahler ici. Alors évidemment, ce sont quelques articles, mais donc c'est-à-dire qu'il y a déjà cette dimension de l'orchestre très présente
Et c'est une nouveauté à l'époque. Bien sûr, hein, Berlioz a fait des choses avant, ça Liszt existe. aussi. Mais Liszt a orchestré Oui. des leaders, et donc vraiment écrire pour l'orchestre, c'est encore autre chose. Donc déjà, il y a cette partie-là de la production orchestrale, sinon il y a très peu de choses. Et à la toute fin de sa vie, il y a, en tout cas sur la liste des partitions, il y a un prélude et fugue fantastique pour grand orchestre qui fait quelques 80 pages et qui est disparu. Voilà. Olivier Lalanne, c'est sur cette disparition qu'on va terminer cet entretien. En tout cas, on est très impatient d'écouter cette musique d'Oscar Posa, que ce soit au concert ou au disque. Et puis, on vous remercie infiniment de ce travail. C'est un travail... Vous en êtes tout de ce travail, parce que vous dites un livret de 200 pages, un travail gigantesque. Et c'est un travail qui pour vous est achevé ou... Je crois que maintenant je suis un peu contaminé. Donc évidemment, c'est un bel achèvement de sortir cet objet livre-disque avec donc cet appareil éditorial, des critiques de presse, etc. Et la musique bien sûr. Mais bon, 24 leaders sur 80, c'est pas beaucoup. Il reste des choses à enregistrer. Il reste une œuvre pour piano absolument incroyable, un thème variation et fugue, mais qui est vraiment formidable. Et donc je m'en voudrais de pas l'enregistrer ou de pas donner envie à des artistes de l'enregistrer. Donc si personne s'y colle, voilà, je retournerai au combat. Après, ça va être réapproprié, j'imagine, par d'autres musiciens. Je le pense sincèrement. Parce que c'est une musique tellement magnifique. En tout cas, Olivier Lalanne, merci pour cette découverte, merci pour cet entretien et d'avoir été mon invité. Avec plaisir, merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec Olivier Lalanne à propos d'Oscar Posa, je vous propose d'écouter 3 œuvres de ce compositeur, à savoir, je vous laisse la parole, Olivier Lalanne. Un album Blatt pour piano seul, un Andante pour violoncelle et piano, et le dernier mouvement de la sonate pour violon et piano, opus 7. Merci pour cette annonce et merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.